Mes chers camarades, bien le bonjour. Connaissez-vous le point commun entre l'astronaute Thomas Pesquet, le chef cuisinier étoilé Alain Ducasse et du pâté? Alors, à première vue, ça saute pas vraiment aux yeux, et pourtant ce qui relie tout ce petit monde, c'est la conserve. Et ouais, puisque le cuistot a développé toute une gamme de plats en conserve qu'on envoie directement dans l'espace pour nourrir les astronautes. Et autant vous dire qu'avant ça, dans l'espace, c'était pas Noël tous les jours concernant la bouffe. Ça ne fait qu'une vingtaine d'années que c'est le cas, et a priori, les astronautes sont plutôt contents de ce changement. Mais avant d'en arriver là, il a fallu quand même pas mal de chemin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant puisqu'il mêle l'histoire économique, industrielle, mais aussi de l'histoire de l'alimentation. Mais avant de commencer, et pour y voir plus clair sur le reste de l'épisode, on va faire un peu de biologie. Et vous inquiétez pas, on va simplifier au maximum. Ce qui fait que les aliments périment et deviennent dangereux pour la santé, c'est le fait que les microbes s'y multiplient. Or, pour se multiplier, les microbes ont obligatoirement besoin de 3 choses. Des nutriments, ça c'est facile, ils se servent dans la bouffe qu'ils colonisent. De l'énergie, sous forme de chaleur, et de l'eau. Le principe de base pour conserver un aliment, c'est donc de s'arranger pour priver les microbes d'accès à au moins un de ces éléments. Et nous les humains, on a développé tout un tas de techniques différentes pour y arriver. La plus ancienne méthode de conservation, c'est sans doute le séchage, qui consiste tout simplement à faire sécher les aliments au soleil ou par fumage pour les vider de leur eau. Cette méthode de conservation est utilisée depuis le néolithique, environ 8000 avant notre ère, pour lequel on a retrouvé ce qui semble être des séchoirs à noix. Et on sait aussi qu'on y pratiquait le fumage de fines tranches de viande de porc. Comme quoi, on savait se faire plaisir au néolithique. Autre méthode, la salaison, utilisée depuis l'Antiquité, qui consiste à recouvrir l'aliment que l'on veut conserver, en général de la viande ou du poisson, de beaucoup de sel. Mais vraiment beaucoup. Ce sel va se diluer dans l'eau contenue dans l'aliment et la rendre indisponible aux microbes. L'inconvénient, c'est qu'il faut obligatoirement dessaler l'aliment en question avant de le consommer, et donc utiliser beaucoup d'eau potable pour le faire. Pour les fruits, on peut appliquer le même principe en remplaçant le sel par du sucre. C'est ce qui donne les fruits confits. Et c'est très bon aussi. Dans le même ordre d'idée, il est possible de conserver du poisson dans de l'huile qui va remplacer l'eau contenue dans le poisson. Dernière méthode de conservation et pas des moindres, la fermentation, c'est celle qui permet la création du fromage, de la bière et du saucisson par exemple. C'est ce qui fait aussi qu'on prend quelques kilos en trop lors de l'apéro. Mais le gros inconvénient de toutes ces méthodes, c'est qu'elles modifient profondément le produit de base, que ce soit en termes de texture ou de goût. Mais ça, c'était avant que Nicolas vienne nous sauver. Et non, je parle pas de notre ancien président, mais de Nicolas Appert, un confiseur qui vit à Paris à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, un confiseur, c'est un traiteur qui cuit les aliments dans le sucre, la graisse ou le sel pour les conserver. En 1795, alors en pleine période de la Révolution française, il va lui-même créer une révolution dans le domaine de la conservation. À force d'expérimentation, il va mettre en place une méthode qui permet de conserver des aliments pendant plusieurs années, et ce, sans modifier leur aspect ou leur goût. Dit comme ça, on dirait un peu un marchand de rue qui essaie de convaincre les gens en leur vendant un produit soi-disant miracle qui ne fonctionne pas. Et pourtant, vous allez le voir, Nicolas est loin d'être un escroc. Sa méthode est simple. On commence par mettre l'aliment qu'on souhaite conserver dans un récipient qu'on ferme hermétiquement. Ensuite, on fait cuire le tout au bain-marie un certain temps en fonction du produit concerné et on fait refroidir. Ce que vient d'inventer Nico, c'est le procédé de l'apertisation. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas ce que sont les microbes, et encore moins que la chaleur permet de les éliminer. Tout ça ne sera découvert par Pasteur que 70 ans plus tard. Il avait du pif le gars. Appert commence ses expérimentations dans des bouteilles de champagne, puis il passe rapidement aux bocaux en verre. Si sa méthode fonctionne pour à peu près tout type d'aliments, ce sont d'abord ses conserves de petits pois qui vont se faire un nom. À tel point que sa méthode va bientôt attirer l'attention du nouveau régime en place, le Premier Empire de Napoléon. En effet, les guerres de l'Empire forcent la Grande Armée à parcourir l'Europe et ravitailler autant d'hommes sur des distances aussi lointaines et compliquées. On comprend alors que les conserves d'Appert intéressent l'armée. Les conserves intéressent également de près la marine. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, dans la marine britannique, la maladie fait plus de morts que les combats. Une des maladies qui fait le plus de ravages, c'est le scorbut. Une maladie assez dégueulasse qui se traduit par des déchaussements de dents, la purulence des gencives ou des hémorragies pouvant entraîner la mort. Miam. Cette maladie est causée par le manque de vitamine C. Or, sur les navires, on consomme essentiellement de la viande salée et après plusieurs mois à ne manger que ça, forcément, le scorbut pointe le bout de son nez. Les conserves permettent alors à l'équipage de consommer régulièrement des fruits et légumes sans besoin de faire des escales et ainsi de s'éviter de perdre leurs dents, voire pire, la vie, durant le voyage. Une commission est mise en place en 1809 pour examiner les découvertes du confiseur. Le rapport rendu est très positif.
Et Montalivet, ministre de l'Intérieur de l'époque, propose à Appert une subvention de 12 000 francs pour soutenir ses travaux s'il accepte de rendre publiques ses découvertes. 12 000 balles, hein. Le gars se met bien, mais ça va valoir le coup. Appert accepte et publie donc en 1810 l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Le livre, édité à 6 000 exemplaires, est vite épuisé. On le fait traduire en allemand et on envoie des exemplaires dans toutes les préfectures de l'Empire. Paradoxalement, notre cher Nicolas Appert terminera sa vie ruiné par la concurrence anglaise en 1841. Et tout ça parce que le camarade avait choisi de ne pas déposer le brevet de son invention, préférant partager sa découverte avec le monde. Un peu comme on peut aujourd'hui partager certaines inventions ou certains logiciels en open source. J'allais dire un truc du genre ah, encore ces anglais, mais bon, après le bashing qui se sont pris sous l'épisode de The King sorti il y a un mois, on va essayer de les préserver un petit peu. Dès 1810, l'appertisation est connue en Angleterre. Un certain Peter Durand dépose un brevet sur la technique et évoque l'idée de remplacer les bocaux en verre par des boîtes en fer blanc, moins fragiles et moins lourdes. Il vend son brevet à deux autres Anglais, Brian Duncan et John Hall, qui eux vont commencer à produire les premières conserves en métal en 1813. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes types qui sont à l'origine d'une étuve de contrôle pour vérifier la stérilité des conserves en 1841, ce qui est toujours mieux pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. En France, les premières conserves à se développer à grande échelle sont les conserves de sardines. Pierre-Joseph Collin fonde la première conserverie de sardines en 1824 à Nantes. Bon après, Collin, avec un nom pareil, il était obligé de se lancer dans la conserve de poissons. À partir de 1850, les conserveries de sardines se multiplient sur les côtes bretonnes. En 1900, la société Amieux Frères compte 11 usines, 4000 ouvriers et produisent 12 millions de boîtes par an. Ces conserveries sont des lieux où la quasi-totalité de la main-d'œuvre est féminine. En 1910, la pêche bretonne occupe donc 20 000 marins pour 30 000 ouvrières. Les conserveries sont aussi des lieux de lutte sociale. Ainsi, les ouvrières des 21 conserveries de Douarnenez vont se lancer dans une grande grève entre novembre 1924 et janvier 1925 pour obtenir une revalorisation de leur salaire ainsi que la majoration des heures de nuit et des heures supplémentaires. Cette grande grève va faire parler d'elle dans tout le pays. Notamment parce que les briseurs de grève engagés par les patrons pour remplacer les grévistes vont tirer plusieurs coups de feu sur le maire communiste de la ville et le blesser ainsi que 5 autres personnes. Finalement, après 46 jours de grève, les ouvrières obtiennent gain de cause. Bien joué les meufs. En Allemagne, l'industrie de la conserve se développe dès la première moitié du 19e siècle autour des villes de Brunswick et Lübeck. Dans ces régions se développe un secteur industriel complémentaire pour la fabrication de fer blanc et des matériaux d'emballage. Il y a des exportations vers la Finlande et la Russie, et la culture des asperges se développe pour approvisionner les conserveries. En gros, les conditions sont réunies pour que le marché explose. En 1906, il existe 224 entreprises en conserverie en Allemagne, et il y a une étroite collaboration entre les industries de la conserve d'un côté et les entreprises agricoles de l'autre. Mais c'est surtout aux États-Unis que la conserve va se développer massivement. Petit retour en arrière. Introduites en 1819 dans le pays, les conserves faciles à transporter et à conserver vont s'avérer essentielles pour les mineurs, les trappeurs et les colons pendant la conquête de l'Ouest américain. À partir de 1861, la guerre de sécession va donner un énorme coup de boost à la production de conserves car elles sont très utilisées par les armées, surtout celles de l'Union, bien industrialisées. En 4 ans, la production est multipliée par 6. On passe de 5 millions à 30 millions de boîtes par an. Et c'est à cette époque que se développe le célèbre corned beef, très utilisé par les armées notamment américaines, et lors des soirées d'hiver, quand une envie me prend. Après la guerre et surtout fin 19e, les conserves vont trouver de nouveaux débouchés dans les villes qui grandissent énormément avec l'arrivée massive d'immigrés européens. Les progrès techniques, notamment l'invention de la sanitary can, qui est une boîte de 3 pièces qui s'assemble par pression mécanique sans besoin de soudure, permettent d'augmenter considérablement la production de conserves. Cette production de masse a besoin d'écouler rapidement les gros volumes produits. C'est alors que 3 entreprises, Campbell, Heinz et Borden, vont commencer à miser sur la pub pour augmenter la vente au détail. À ce moment-là, la conserve devient donc un objet du quotidien aux États-Unis. Pourtant, fin 19e siècle, début du 20e, la conserve est encore très mal implantée dans la société française. La conserve la plus populaire, celle de la sardine, est à l'époque un produit de luxe consommé par les riches et exporté. En effet, en 1890, une ouvrière de conserverie gagnait 10 centimes de francs de l'heure, et une boîte de sardines à l'huile coûtait 60 centimes de francs. Elle devait donc bosser 6 heures pour s'acheter une seule boîte. C'est pas ouf, et si on transpose ça aujourd'hui en prenant le SMIC horaire comme base, c'est comme si on vendait une boîte de sardines à 48 €. C'est pas donné. Et en plus de ça, la majorité de la population n'avait vraiment pas confiance dans les conserves.
Et oui, le fait qu'on ne puisse pas voir le produit à l'intérieur de la boîte, la relative nouveauté du procédé pour beaucoup de monde, tout ça fait un peu peur. Et en plus, il arrivait que certains fabricants peu scrupuleux vendent des conserves falsifiées avec une apertisation mal réalisée, ou alors ajoutaient du sulfate de cuivre dans les boîtes pour pallier au pâlissement de certains légumes pendant l'apertisation. Et pour lutter contre ça, il y avait des solutions, mais certaines innovations pourtant bénéfiques n'ont pas eu très bonne presse. L'apparition des boîtes Certi par exemple, c'est-à-dire fermées mécaniquement, fut mal accueillie par les soudeurs qui s'occupaient de fermer les boîtes auparavant. On doutait de l'étanchéité de ces boîtes. Pourtant, ce procédé permettait de produire des boîtes étanches, plus vite, et sans utiliser de soudure au plomb qui pouvait avoir des graves conséquences sur la santé. Et puis, la France restant essentiellement une grande puissance agricole, il était facile d'approvisionner le Nord industrialisé en produits frais en provenance du sud de la France et des colonies nord-africaines. Du coup, l'intérêt sautait quand même moins aux yeux, Enfin bon, si tu pouvais éviter de choper un truc à cause d'une boîte mal fermée, c'était pas plus mal. La méfiance des Français va s'estomper avec la Première Guerre mondiale, où les conserves seront utilisées massivement par tous les camps. Elles se révèlent particulièrement vitales pour les armées, au vu des énormes effectifs engagés, et aussi très pratiques pour conserver facilement la nourriture dans la boue des tranchées. C'est donc l'armée, mais aussi l'école avec la cantine, qui va habituer les Français à la conserve. La mise en place du premier train automatique de fabrication de boîtes de conserve en 1920 à Torfou va diminuer le coût de production et les conserves deviennent plus accessibles au grand public. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que la consommation de conserves va vraiment devenir massive en France, avec le développement d'un mode de vie à l'américaine, notamment avec l'arrivée de plats préparés en boîte. Si la technique de l'apertisation est toujours la même, on continue de faire des progrès techniques sur la boîte elle-même. En 1952, l'apparition des rainures sur ces dernières leur offre une meilleure résistance mécanique en réduisant l'épaisseur du métal nécessaire. Les boîtes sont donc moins chères. En 1973, c'est le premier couvercle en acier à ouverture facile qui fait son apparition. Et si vous pensez que c'est gadget, détrompez-vous. Je vous rappelle quand même qu'on devait ouvrir les premières conserves en métal au marteau et au burin. On peut dire qu'il y a eu un peu de chemin de parcouru. Les usines de conserve sont progressivement rapprochées des lieux de production. Ainsi, les produits sont mis en boîte quelques heures après leur récolte de manière à ce qu'ils restent le plus frais possible. Dans les années 70, le développement du recyclage à échelle industrielle en France va permettre de commencer à recycler les boîtes de conserve dont le métal est recyclable. Et aujourd'hui alors, on en est où ? La boîte de conserve est une des méthodes de conservation des aliments la plus répandue dans le monde. 80 milliards de boîtes sont produites chaque année. C'est énorme. Elle a l'avantage d'être facilement transportable et stockable à température ambiante pendant une durée de 3 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'elle est généralement la méthode la plus utilisée par les associations et les États pour faire parvenir de la nourriture à des zones sinistrées. Les conserves permettent également de consommer des fruits et légumes hors saison, tout en préservant leur vitamine C, sans conservateur et sans avoir besoin de les faire venir du bout du monde. Pour finir, outre le recyclage industriel, où le métal peut être réutilisé presque à l'infini, la boîte de conserve a souvent de nouvelles utilisations après son ouverture. Pour faire du bruit derrière les voitures après les mariages, faire des talkie-walkie rudimentaires pour les enfants, ou alors pour en faire un pot à crayon. Si vous avez l'imagination, la boîte de conserve qui est devenue un matériau de récupération peut vous permettre de faire pas mal de bricolage rigolo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour le réaliser, j'ai été contacté par Lupia, la collective d'information de la conserve. Je vous avoue que passé l'étonnement du sujet, plus j'y réfléchissais et plus je trouvais ça intéressant parce que finalement, un truc aussi anodin qu'une boîte de conserve, vous le voyez, permet de remonter très loin dans le temps et de couvrir tout un tas de problématiques et de spectres de l'histoire assez intéressants. Bref, j'espère que c'était bien. Merci à Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin pour la préparation de cette vidéo. Je vous mets le lien de son travail en description. C'est fort sympathique, alors foncez-y faire un tour. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. À plus.